Changer d'orientation professionnelle, donner un autre sens à sa vie. Profiter d'une crise sanitaire pour faire le grand saut, opter pour une activité plus concrète sur le terrain. Aller parfois à contresens des études universitaires entreprises en Belgique ou à l'étranger. Quitter un bureau impersonnel pour se retrouver au contact des citoyens et lancer des alternatives pour un autre monde. S'investir dans une activité en lien avec le développement durable, le circuit court, la mobilité douce ou encore l'agroécologie. Voilà des traits en commun que partagent plusieurs jeunes rencontrés en Wallonie, au Sénégal et au Burkina Faso. Ils ont entre 20 et 35 ans et ils nous parlent de leur changement de cap et de leur nouvelle orientation professionnelle. Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine, j'ai 31 ans et j'ai fait mes études à l'université de Namur, ici en informatique. Et désormais, je travaille dans un magasin de vélo en tant que mécanicien. J'ai fait mon bac et mon master ici. Et puis après, j'ai enchaîné en tant qu'assistant-chercheur, donc pour lancer un doctorat en informatique et développement durable, qui étaient un peu les deux sujets qui me touchaient à l'époque. Et voilà, 4 ans d'assistanat avec les étapes du doctorat, dont j'ai pas été jusqu'au bout, mais je me suis arrêté un peu avant, au moment où je sentais la déconnexion qui était trop forte. Si je dois dire l'élément déclencheur, alors un des éléments déclencheurs, ça a été Cédric, mon collègue, qui était très investi d'un point de vue écologie radicale, qui l'est toujours, et qui m'a un peu ouvert les yeux sur pas mal de choses, et puis qui m'a dit, mais en fait, tu étudies de l'informatique, donc j'étudiais aussi en partie un peu les systèmes partagés vélo. Donc j'étais déjà un peu à me dire, en fait, le vélo, il y a quand même quelque chose là-dedans qui me touche, qui me plaît, et puis qui me plaisait personnellement. La recherche sur le vélo, c'est génial, il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la recherche sur le vélo. Mais moi, c'est pas mon truc, quoi. Mon truc, c'est de mettre les gens sur les vélos et de voir l'impact namurois que le vélo peut avoir, l'impact autant social que dans la mobilité, dans l'environnement. Alors du coup, pour le moment, je travaille chez Morning Cycle, un magasin de centre-ville. Et on s'occupe autant de la réparation que de la vente, et du coup je fais les deux parties aussi. J'ai la partie technique de réparation de vélo, d'entretien, voilà toute la partie mécanique quoi. Et puis ensuite aussi toute la partie conseil, parce que je suis cycliste au quotidien, et du coup conseil à l'achat, du conseil à l'aménagement des vélos, comment mettre ses sacoches, comment mettre son chien, un peu tout le vélo de déplacement quoi, qu'on connaît un peu moins. C'est un peu bizarre de dire ça sur le vélo, mais voilà. Pas de poste de travail défini. L'intérêt, c'est que du coup, ça fait une lumière diffuse. Ouais, alors j'ai, on va dire, suivi 2 formations. La première, autodidacte, avec un collectif de citoyens solidaires qui ont organisé un atelier vélo à la Croix-Rouge à Belgrade, ici. C'est eux qui m'ont un peu appris au début comment réparer les vélos de base. Puis ensuite, je suis passé, j'ai aimé ça, et donc je suis passé à l'IFA-PME, au centre de Perouet, qui a une formation sur 2 ans, qui apprend vraiment à être vélociste. Donc c'est pas uniquement de la mécanique, c'est aussi la pratique professionnelle autour du vélo. Le vélo est un outil politique, c'est un outil facile à réparer, c'est un outil accessible à pas mal de gens, c'est un outil qui nous permet de découvrir, souvent moi j'ai une bonne expression, ça permet de dire bonjour à son voisin, parce que je ne le mets pas en opposition à la voiture, mais du moins notre mode de déplacement qui est lié à la voiture en partie, où on a beaucoup individualisé, on est rentré chez soi, et on sort, on rentre dans son garage, et puis on est direct dans sa maison, donc on a moins cette vie de quartier. À vélo, on n'a pas le choix que d'être ouvert sur l'extérieur. On a vraiment une vision, on a les sensations, on a le vent, on a la pluie, on a le soleil, on a le beau temps, la lumière. Tout ça se mêle et du coup, oui, c'est un objet pour moi extrêmement politique parce qu'on se rend compte des choses qui se passent dans la ville. Dans la ville, dans les villages, en milieu rural aussi, c'est pareil. On se rend vraiment compte des modifications parce qu'on a le temps de les voir. Et en même temps, c'est quand même un outil rapide parce que je vais aussi vite qu'en voiture en fait pour faire Flawin-Namur.
Mais par contre, j'ai vu tant de choses en fait, que je voyais pas avant, parce que je roulais beaucoup en voiture avant et je voyais pas tout ça. J'avais pas cette conscience-là. Une des questions qu'on pose souvent, c'est est-ce que vous avez déjà senti ça aux clients? Parce qu'un jeu qui est là depuis pas longtemps et qu'on le remarque maintenant, ça va encore. Ici, globalement, la roue avant, le jeu, il a déjà été réparé une fois. Donc, pour lui, il n'y a plus rien à faire, en fait. Ben, en soi, moi, c'était une de mes intentions, de passer formateur à un moment ou à un autre. Même dans mes études avant, je voulais faire l'agrégation pour être prof. Et du coup, ben, quand j'ai vu la possibilité de me dire, après un an, il y avait 32 heures de cours, donc c'est une petite partie des cours d'IFAPME que je suivais en classe l'année dernière, quoi, qui se libérait. Ben, honnêtement, j'ai tout de suite postulé en me disant, ça fait partie de ce que j'aime. Ouais, j'aime bien cette pédagogie, cette possibilité. Avec des adultes, c'est encore plus agréable qu'avec des enfants ou avec des apprentis qui seraient plus jeunes. Ils ont tous 18 ans, on a un contact différent, on peut parler sérieusement et sincèrement, quoi. Montrer qu'on peut se déplacer à vélo. Et du coup, montrer aussi une autre partie du métier, qui est le mécanicien de cycle pour du voyage vélo, pour de l'utilitaire. Et en même temps, on fait du vélo de course, on fait de la mécanique de précision, mais on fait aussi un autre type de mécanique qui demande d'être pédagogue. Le client qui rentre et qui vient pour son vélo de ville, globalement, c'est pas quelqu'un qui est mécanicien, c'est pas quelqu'un qui s'y intéresse. Et du coup, on explique et on fait de la pédagogie pour essayer de rendre les gens le plus autonomes possible à partir d'un moment. Il y a des actes de mécanique que tout le monde pourrait faire. Un informaticien qui se met au service de la cause cycliste, le parcours de Pierre-Antoine peut surprendre. Comme celui d'Olivier, ce bio-ingénieur de formation devenu forgeron au pays de Charleroi. Salut, moi c'est Olivier, j'ai 27 ans, je suis diplômé de bio-ingénieur de Jean Blou, mais j'ai décidé de devenir forgeron pour vraiment vivre de ma passion et pouvoir m'épanouir dans un métier qui me plaît. Salut. Enfin, je vais te prendre des carrés de 12, 6 mètres, coupé en deux, ouais, si tu veux bien. Faire quoi comme... Ici, là, j'ai des décapsuleurs à faire, en queue de dragon, là, je sais pas si tu vois. Pas beaucoup de commandes, mais j'ai des marchés qui vont arriver, du coup, je dois préparer le stock. T'inquiète, Nico, j'aurai ça avec ça. Hein. Ouais, c'est certain. La forme. Et toi? Ça va. Bah ouais, je connais toute la famille, du coup, à chaque fois que je viens ici, il y a des fois où je perds genre 2 heures sur ma journée parce que je commence à tchaffer avec tout le monde. Mais c'est chouette, ça fait partie de l'ambiance, quoi. C'est plutôt pratique, la longueur de la camionnette. D'habitude, j'ai pas cette voiture-là, j'ai ma voiture, parce que ça, c'est celle de mon papa. Mais là, il y a vraiment de la place pour les mettre dedans, c'est beaucoup plus facile. Je pense que je suis même pas encore au début de ma carrière forgeron, mais c'est clair que là, ça fait un peu moins d'1 an que j'essaye de lancer ce projet-là. Je suis suivi par une ASBL qui s'appelle Créo et qui aide à l'entrepreneuriat et qui m'ont donné plein de ficelles pour essayer de construire ce projet de manière professionnelle, en fait. Et vraiment avoir un business plan, savoir où je veux aller, en fait, et comment je vais y arriver, en fait. Je suis aux prémices, c'est vraiment les prémices. Ici, là, ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir bientôt migrer de cet atelier-ci, parce qu'il est tout petit. Je sais, enfin, les petites pièces, c'est facilement réalisable, mais si je veux faire des pièces beaucoup plus grandes, ici, j'ai pas la place. Il me faudrait une table pour pouvoir travailler à plat, etc. Mais j'ai trouvé un nouvel atelier, et là, j'ai réalisé un crowdfunding qui va me permettre d'investir dans plein de machines qui me permettront vraiment de me professionnaliser, en fait. Alors c'est pas sa fonction première, mais ça peut servir de presse. C'est vraiment la débrouille en fait, la forge. C'est ce que j'aime beaucoup.
Après, c'est pas les plus belles roses qu'il est possible de faire à la forge, j'ai moyen de faire mieux. Mais en termes de rentabilité, de temps et d'utilisation de matériel, c'est vraiment très rentable en fait. Ce qui est chouette avec ces roses-ci, contrairement aux roses naturelles, c'est que les roses naturelles, après une semaine ou deux, elles fanent. Ça, c'est une rose qui est éternelle et qu'on pourra garder toute la vie, quoi. En termes de symbolique, c'est assez magique. Ça ouvre le champ des possibles vraiment à l'infini, en fait. Ce qui est vraiment génial avec la forge, c'est qu'on part d'une matière totalement brute, qui est juste une barre, par exemple. Ça, à la base, c'était une barre d'acier. Et en la travaillant à répétition, on arrive à obtenir des pièces de formes totalement diverses et qui n'ont plus rien à voir avec la pièce de base, quoi. Moi, j'ai fait mes études de bio-ingénieur. J'ai fait 5 ans d'études à la fac de Jean Blou. Tout se passait bien jusque-là, tout était nickel. En plus, je réussissais assez bien. J'avais jamais de seconde 16, donc tout se passait bien. En dernière année, j'ai eu un petit accident de parcours. J'ai eu des soucis de santé qui m'ont obligé à faire une pause d'un an, d'une grosse année. Et en fait, j'ai découvert la forge. Ça m'a permis vraiment de reprendre le dessus dans cette période un peu compliquée. Et du coup, après, j'ai repris mes études pour quand même avoir mon diplôme. Mais c'était pendant la période Covid. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un ralentissement de toute la population. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'être derrière un bureau, à faire de l'ordinateur toute la journée, à aller une fois de temps en temps sur le terrain, mais être principalement derrière un bureau. Et je me suis dit, non, c'est vraiment pas, c'est pas le chemin de vie que je veux parcourir. J'ai envie de fabriquer, j'ai envie de créer de mes mains. Et du coup, je suis passé de bio-ingénieur à forgeron. Je rêvais d'aller chez un vieux monsieur qui forge depuis toute une vie et qui me montre un peu les ficelles du métier. J'ai pas eu cette chance-là. Je passais toutes mes soirées, parfois une grosse partie de mes nuits, à regarder des vidéos de forge sur YouTube. J'ai regardé énormément de gens qui forgeaient, qui montraient des pièces qu'ils réalisaient. Et en fait, le fait de regarder et puis après essayer de reproduire moi-même ici dans l'atelier, c'est vraiment la technique d'essai-erreur. Donc c'est comme si j'étais autodidacte, mais en regardant. Enfin, j'ai suivi des cours via YouTube, en gros. Et ça m'a permis vraiment d'apprendre les ficelles, en tout cas certaines ficelles du métier. Et le fait de faire beaucoup d'erreurs m'a appris beaucoup de choses, en fait. Dans notre société, on dit avoir un beau diplôme, c'est hyper important, c'est même primordial si on veut réussir dans la vie. Moi, j'ai eu ce beau diplôme, un diplôme universitaire d'ingénieur agronome, apparemment c'est magnifique. Mais je sais bien que mes parents, ils ont été un peu surpris. Et je peux comprendre, hein, parce que j'avais un avenir tout tracé. Là, je pourrais déjà avoir un emploi où je gagne 2000, 2005 tous les mois. Et j'ai préféré employer une voie beaucoup plus compliquée et beaucoup moins rentable. Au final, quand ils voient à quel point je suis heureux dans ma vie actuellement, je pense qu'ils sont très heureux du chemin que j'ai parcouru. Depuis que je me réalise dans ce travail, ma personnalité a vraiment changé, je me suis vraiment ouvert et je me sens beaucoup mieux dans ma peau, ça c'est sûr. C'est une forme de méditation un peu, la forge. Quand on est dans son travail et qu'on forge, on ne pense qu'à ça et la tête ne va pas voguer dans tous les tracas du quotidien. C'est ok, je suis là-dedans, c'est ici et maintenant, quoi. À des milliers de kilomètres de là, au Sénégal, les outils employés sont un peu différents. On décortique de vieux ordinateurs pour donner une seconde vie aux métaux qu'ils renferment. L'entreprise CETIC fait de l'économie circulaire. Bonjour, je suis Boussoura Talla, j'ai 38 ans. Je suis cofondatrice de la société CETIC. CETIC évolue dans la gestion des déchets avec des services de collecte des déchets, de tri des déchets et également de recyclage vers des filières de traitement spécialisées ici au Sénégal ou à l'international. Pour retrouver cette chef d'entreprise, nous nous rendons à Dakar, la capitale. Dans cette zone proche de l'ancien aéroport qui est en plein développement, le site accueille de nombreuses entreprises.
cela fait 8 ans que Boussoura a créé sa société. J'ai été à la faculté de Toulouse, où j'ai suivi une spécialisation en mathématiques et physique. Puis j'ai rejoint une école d'ingénieurs, l'INSA de Toulouse, pour suivre une spécialisation en réseau et télécommunications. Et j'ai terminé avec tout ce qui était sécurité informatique, donc c'était toujours lié au réseau, en fait, quelque part. Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour une multinationale en France, cette entrepreneuse a choisi de rentrer au Sénégal, bien décidée à se rendre utile pour son pays. Une démarche a priori complexe, mais l'appel du pays était plus fort. En réalité, j'étais toujours partie dans l'esprit de me dire je vais apprendre, je prends des connaissances. Alors, je peux rester quelques années pour travailler, ce que j'ai fait. Je suis restée moins de temps que prévu. Mais dans ma tête, il fallait toujours rentrer. L'idée de recycler les déchets électroniques lui est venue lors de son retour à Dakar. En France, quand je suis sortie de l'école, j'ai été embauchée directement dans l'entreprise dans laquelle j'étais en stage, ce qui facilitait aussi pas mal les démarches, notamment pour l'obtention des documents de travail et tout ça. Et je suis restée quelques années à travailler dans le même domaine. Donc quand il y a eu cet appel du pays pour rentrer, donc je suis rentrée et je suis restée dans la même multinationale, dans la filiale sénégalaise, en train de continuer de travailler dans le même domaine. Et justement, c'est dans le cadre de ce travail-là qu'on a été confronté à la problématique des déchets électriques et électroniques. J'ai été en France dans le même domaine, j'en ai jamais entendu parler. Parce qu'en réalité, les choses étaient gérées, il y avait des filières qui existaient déjà. Mais là, en fait, ce sont les clients qui étaient en train de se demander, au bout d'un moment, on se retrouve avec ces équipements-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et par curiosité, avec une amie, on a commencé à faire des recherches en se disant « c'est pas possible, il doit forcément y avoir une solution ». On a monté justement cette entreprise-là pour répondre à cette problématique. Au fil des années, la start-up s'est diversifiée dans le traitement des déchets. On intervient régulièrement chez les clients, que ce soit 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, c'est en fonction des types de déchets. Certains nous contactent aussi de façon ponctuelle, typiquement ceux qui n'ont pas de grands stocks de déchets électroniques, qui vont peut-être en produire 1 fois par an ou tous les 2 ans. Ils nous appellent quand ils ont du stock et on récupère. Mais la grande majorité de nos clients, c'est vraiment par contrat qu'on fonctionne. Grandir et se développer, c'est l'ambition affichée de Boussoura. Dans 10 ans, on espère bien être une plateforme sous-régionale, donc rayonner dans d'autres pays de la sous-région et aussi étendre nos activités parce qu'aujourd'hui, clairement, au niveau des déchets électroniques, nous sommes focalisés uniquement sur le recyclage. C'est-à-dire quand l'équipement arrive complètement en fin de vie et qu'on ne peut plus réparer. Mais on se rend compte aussi qu'il y a également des opportunités et même pour l'environnement, c'est même encore plus intéressant si on arrive à prolonger la durée de vie des équipements. Et ce sont des réflexions et des projets qu'aujourd'hui que nous avons en interne de mettre en place soit des outils, soit un écosystème qui permettrait vraiment d'étendre la durée de vie des équipements avant qu'ils n'arrivent au recyclage. La société de cette jeune entrepreneuse se positionne clairement dans l'esprit du développement durable. Ma conception du développement durable, c'est une entreprise qui, économiquement, est viable, donc qui participe à l'économie, à la création d'emplois, mais en fait qui, via ses activités, préserve l'environnement. Et c'est dans ça qu'on est actuellement. Découper, trancher, préparer et vendre les produits aux clients, c'est désormais le quotidien de ce couple qui a totalement changé de vie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'ai 33 ans et j'étais consultante en finance depuis 8 ans. J'ai 35 ans et j'étais commercial en Belgique. Nous avons décidé d'ouvrir la boucherie Baronne à Laon dans le Brabant wallon.
À Laâne, il n'y avait plus de boucherie depuis de nombreuses années. Ce vide a été comblé grâce au projet audacieux de Stéphanie et Nicolas. Avant d'ouvrir cette boucherie, j'étais commercial pour une société néerlandophone en adoucisseur d'eau. Et donc je travaillais là-bas pendant 6 ans. Ce que j'ai perdu dans ce travail, c'est ce contact avec les gens, de pouvoir discuter, raconter, avoir une origine sur les produits qu'on veut proposer. Et voilà, c'était un peu... c'était le fait d'être tout seul sur la route. Et voilà, ici, on a ce contact avec la clientèle, on a vraiment le plaisir de pouvoir discuter, de préparer des choses, avoir le plaisir de partager aussi. Voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu retrouver dans le métier de boucher. J'étais consultante en finance depuis 8 ans. J'ai commencé en audit, puis j'ai changé en vraiment consultance financière dans le même bureau, un des Big Four en Belgique. Et donc c'est ça, à partir de là que j'ai décidé de changer pour totalement autre chose, la boucherie avec Nicolas. En fait, un déclic qui est arrivé un petit peu par hasard, c'était pendant la période du confinement. Voilà, on se remet beaucoup en question parce qu'on a une période de temps où on est plus facilement chez soi. Et puis on est arrivé à se dire, bah voilà, est-ce qu'on veut vraiment, est-ce que c'est ça qu'on veut? Et puis le plaisir aussi de pouvoir partager. C'est un déclic qui est un peu arrivé par hasard où j'étais chez mon petit boucher. Et je lui ai dit, bah voilà, je voudrais tester, viens une fois travailler chez toi. Et il m'a dit, ben oui, viens faire un essai un dimanche. Et puis j'ai fait un essai un samedi. Et je suis reparti aux études. J'ai continué mon métier de commercial. Et en cours du soir, je suivais ma formation. Et le week-end, je travaillais en boucherie. Le plus important pour nous, c'est ça le plaisir de travailler en équipe, c'est de pouvoir partager, donner des conseils que certains ont appris chez d'autres bouchers, vraiment avoir cette idée aussi de transmission de savoir. Le fait d'avoir mon ancien patron qui travaille avec moi, qui a plus de 50 ans d'expérience, c'est quelque chose de très important pour moi et pour le reste de l'équipe, parce qu'il peut nous apprendre des petites subtilités qu'il y a sur certains morceaux qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Et c'est vraiment très avantageux d'avoir cette expérience et ce savoir à pouvoir partager entre nous et le donner. C'est vraiment un choix de couple où voilà, on a discuté longuement pour quelle était l'ampleur du projet entre nous, de savoir voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qui va s'occuper de quoi. Et donc on a longuement discuté. Et là, l'avantage, c'est que chacun s'occupe d'une partie. Elle s'occupe de tout ce qui est comptabilité, gestion, comptable et service aux clients au comptoir. Et moi, pour ma part, voilà, je m'occupe de la découpe, des préparations, du service au comptoir également et avec certains fournisseurs de viande, entre guillemets. Et c'est vraiment une longue analyse voilà, de se dire on va se lancer dans ce projet, dans cette nouvelle aventure qui est complètement différente de ce qu'on a pu faire dans le passé. C'est vraiment un gros challenge, mais c'est Nicolas qui s'est décidé le premier à se lancer dans la reconversion vers la boucherie et c'est au fur et à mesure où on avançait, qu'on voyait le projet grandir, qu'on s'est dit que tout seul, c'était vraiment impossible et qu'au final, même en boucherie, il y a vraiment toute une partie gestion, comptabilité, etc., dans laquelle je pouvais vraiment l'aider et déjà le décharger de toute cette partie-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que voilà, il valait mieux être deux dans l'aventure pour la lancer à fond et bien réussir ce gros challenge. Dans le passé, on était tous les deux employés, donc c'était vraiment, si on s'est lancé dans ce challenge à la boucherie, l'idée c'était d'être son propre patron, de pouvoir gérer soi-même son entreprise avec ses employés, les avantages, les inconvénients, et de pouvoir d'une certaine manière donner un sens à ce qu'on veut faire, voir vers quoi on veut aller, pousser le challenge encore plus loin. Ensemble, c'est plus facile que tout seul. Ben voilà, on s'était dit on se laisse d'office 1 an comme ça à deux, on voit si ça marche, si ça prend bien, si on sait survivre avec tous les deux en faisant la boucherie. Et au final, ça se passe super bien. Donc pour l'instant, on n'a pas mis de délai, on voit tant que ça me plaît aussi. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien parce que c'est tous les jours différents. Le challenge est réussi. Ils ont osé, ils se sont bien préparés. Stéphanie et Nicolas sont aujourd'hui les heureux patrons de la boucherie Baronne. Pour l'instant, aucun regret.
Produire des aliments bio, issus de l'agroécologie, c'est le credo de la coopérative Les Jardins d'Arthet en région namuroise. On y retrouve Floriane. Bonjour, je m'appelle Floriane Eden, j'ai 32 ans. J'ai étudié bio-ingénieur à Louvain-la-Neuve. J'ai d'abord travaillé à Bruxelles dans un bureau de consultance. Aujourd'hui, je suis coordinatrice de la coopérative Jardins d'Arthet et Ferme des Arondes. À Rhines, près de Namur, en 2015, une coopérative prenait ses quartiers dans cette vaste propriété privée. Les Jardins d'Arthet regroupent des producteurs. Ils sont tous autonomes et contribuent à ce projet fédérateur. L'agroécologie, le circuit court, l'inclusion sociale sont les marques de fabrique des Jardins d'Arthet. La plupart de ces producteurs ont une formation universitaire. J'ai fait bio-ingénieur à Louvain-la-Neuve, avec l'option environnement, eau et sol. On a tous fait des études universitaires et tous principalement à Louvain-la-Neuve, même s'il y a quelques exceptions. Et je pense que c'est ça qui nous a un peu réunis et qui a peut-être fait un peu prendre la mayonnaise parce qu'on ne se connaissait pas tous au départ. Je travaillais dans un bureau de consultance sur des thématiques liées au développement durable à Bruxelles, qui s'appelle Ecores. Floriane a donc quitté Bruxelles. Elle ne regrette pas son choix. Ici, elle peut s'épanouir et profiter de cet environnement idéal. Oui, tout à fait. Ici, le cadre est assez fantastique. C'est aussi ça que je recherche pour mon activité professionnelle. C'est quelque chose qui me fait du bien, où je me sens bien. Voilà, c'est aussi ça que je cherchais ici. Floriane n'est pas une productrice. Pour faire son job, une table dans une ancienne pièce de séjour lui suffit. Avec son ordinateur, elle peut accomplir de nombreuses tâches bien nécessaires au bon fonctionnement de la coopérative. Donc moi, j'ai pas d'activité de production, mais j'apporte un appui un peu à chaque producteur en m'occupant de la communication, qui sert un peu du coup à tous, et d'autres choses comme la comptabilité, différentes démarches administratives, le suivi financier aussi de la coopérative, l'organisation de l'assemblée générale, le rapport d'activité, toutes ces choses qui font que notre projet collectif tourne au mieux. Prenons de la hauteur. À une demi-heure de route, au fin fond de la commune de Profondeville, une importante ferme se dresse. C'est la ferme des Arondes. Elle domine un plateau de quelques 40 hectares de terres agricoles. Une très grande mobilisation a permis de réunir les fonds nécessaires pour acheter cette ferme. 1 800 000 € étaient nécessaires. Tout un mouvement de solidarité a appuyé ce projet. À terme, la coopérative va pouvoir durablement s'installer ici. Il faut imaginer, il y aura 40 hectares avec dessus des céréales anciennes, des légumes diversifiés, un élevage de chèvres ou brebis, une production du coup de fromage, de pain, de légumes, de fruits, de champignons. Il y aura de la transformation aussi. Donc il faut imaginer une ferme qui bouillonne de vie et qui produit de la nourriture de qualité en quantité pour les personnes aux alentours. La ferme des Arondes deviendra ainsi le nouveau quartier général de l'agroécologie et du circuit court namurois. Ce sera aussi un havre de sens pour tous, y compris pour Floriane, qui va trouver encore un tout autre environnement. L'alimentation des nourrissons à base de produits bio et locaux, c'est le projet d'une jeune Sénégalaise de Dakar. Bonjour, je m'appelle Sini Samba, j'ai 30 ans et je suis de formation ingénieur en agroalimentaire. J'ai créé ici au Sénégal une entreprise qui s'appelle Le Lionceau, qui est spécialisée dans la production d'aliments pour bébés à base de matières premières locales. Alors après le baccalauréat, j'ai fait des études en agroalimentaire, d'abord ici au Sénégal, un BTS, et après j'ai poursuivi une école d'ingénieur à Montpellier. Donc Montpellier Supagro, l'école d'ingénieurs spécialisée dans la transformation des produits issus du Sud. J'ai fait des stages aussi
Et puis après, j'ai travaillé au sein d'une multinationale spécialisée dans l'alimentation des bébés en France, en tant qu'ingénieur en recherche et développement sur la nutrition. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Je voulais surtout avoir une expérience au sein d'une multinationale, voir comment ça se passe. Parce qu'au début des études en agroalimentaire, on aime bien travailler pour les grosses multinationales pour comprendre comment ça se passe. Et au fait, au sein de cette expérience, c'est là où j'ai eu ce déclic en me disant, en fait, on peut faire la même chose dans mon pays d'origine, mais en utilisant les produits locaux et vraiment créer une nouvelle chaîne de valeur. Bonjour. Ça va, dis-moi? Bien. Un fameux challenge, l'entreprise emploie 18 personnes. Particularité, ici on travaille notamment avec des groupements féminins. Alors ici, au sein de l'entreprise, on fait toute la transformation des purées, donc des petits pots, tout ce qui est compote, mélange de légumes, de poissons, et également on fait le conditionnement. Et toute la partie administrative se fait ici également. On travaille beaucoup avec des groupements de femmes en milieu rural, où du coup elles font la pré-transformation des céréales. Donc on les a formées comment bien traiter les céréales pour avoir en tout cas la qualité que nous on cherche. Et derrière on achète chez ces femmes et puis nous ici on refait la dernière transformation avant de conditionner et de commercialiser les produits. Alors actuellement, en termes de production, on a une capacité de production de 800 pots par jour sur tout ce qui est purée et 500 boîtes farine par jour. Et en termes de commercialisation, on a 2 canaux. Donc le premier, c'est dans les supermarchés. Donc, on collabore avec des supermarchés, des pharmacies et des petites supérettes. Et le deuxième, c'est la vente directe. Donc on a une personne qui est en charge de parler directement avec les consommateurs, surtout les mamans. Donc ça nous permet à nous d'avoir des feedbacks, des retours sur notre produit, d'avoir, en tout cas de créer cette proximité avec le client et qui va faire que derrière, on va avoir de nouvelles ambassadrices qui vont pouvoir parler de nos produits. Quand j'ai créé le Lionceau, la vision première, c'était de toucher les populations les plus vulnérables. Après, quand je suis venue au Sénégal, je me suis rendu compte que c'était difficile, en étant petit, d'avoir cette très grande vision. Et j'ai changé un peu de business plan, on va dire, en me disant, je vais commencer par le haut de la pyramide, faire connaître la marque, commencer à vendre. Et au fur et à mesure, on descend dans la base de la pyramide et toucher ces populations les plus vulnérables. Et pour ce faire, on fait une collaboration avec des institutions, des ONG, pour tout ce qui est aide alimentaire, pour pouvoir fournir aux enfants les plus vulnérables des produits de haute qualité nutritionnelle, mais aussi qui sont fabriqués ici. Donc ça va être vraiment un partenariat gagnant-gagnant et une collaboration qu'il faudrait faire pour en tout cas essayer, comme on le souhaite, d'avoir un fort impact et de réduire l'insécurité alimentaire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de fournir des produits, c'est vraiment un grand travail de sensibilisation qu'il faudrait faire pour vraiment faire ce changement, en fait, ce changement d'habitude, de comportement. Il faudrait que déjà la maman, les parents aient une connaissance de c'est quoi bien manger, c'est quoi la nutrition dès le plus jeune âge, pourquoi c'est important les 1000 premiers jours dont on parle. Et du coup, nous, en interne, on a ce double travail, à la fois fournir des produits quand les personnes n'ont pas le temps, mais aussi, je pense que c'est de notre responsabilité de conscientiser et de faire ce travail d'éducation nutritionnelle au sein de la communauté. Retour en Belgique. La coopérative Paysans-Artisans est devenue une référence du circuit court dans la province de Namur. Bertrand en fait partie. C'est un militant engagé à 100%. Bonjour, moi c'est Bertrand Delvaux, j'ai 32 ans, j'ai fait Sciences Po à l'université. Aujourd'hui, je travaille à la coopérative Paysans-Artisans qui est actrice en circuit court sur le territoire du Namurois. L'objectif, c'est de faire la révolution dans le secteur de l'alimentation et plus largement encore, sans doute, avec humilité.
suis fort investi dans la coopérative, donc j'ai quand même donné beaucoup de mon énergie, beaucoup de mes tripes, c'est une passion finalement, c'est un job passion. C'est une ligne de vie, une ligne de conduite et c'est quelque chose avec laquelle on grandit, puisque moi je suis quand même arrivé assez tôt dans cette coopérative. J'étais le 2e salarié, maintenant on est 60. J'ai grandi avec la coopérative a grandi avec moi et tout le monde en fait. Et donc c'est un projet collectif qui est hyper enrichissant humainement, mais qui est hyper enrichissant aussi en termes de compétences, quoi. Ce qu'on a réussi à co-construire tous ensemble, c'est une multitude de compétences on va sur plein de métiers différents. Et donc en fait on a construit une nouvelle maison. Paysans Artisans affiche 10 ans d'activité. C'est une coopérative de producteurs et de consommateurs qui est présente dans le secteur de la commercialisation, l'appui aux producteurs et la sensibilisation des citoyens. Paysans Artisans, c'est un acteur majeur du circuit court namurois. C'est une fourmilière qui ne cesse de grandir. Les chiffres sont là. 18 points de ralliement, 8 magasins, 120 producteurs, 500 bénévoles, 10 communes desservies. À Rennes, la coopérative a ouvert la fabrique circuit court, avec une conserverie, une bocalerie et un petit abattoir de volailles. À Floreffe, au siège principal, la logistique dispose d'une nouvelle infrastructure pour accueillir les fruits et légumes des producteurs locaux. Salut! Bonjour. Ça va Alice? Ouais. Ça, des laitues comme ça, à cette époque-ci de l'année, c'est une prouesse. Ça arrivait quand, ça? Ça, c'est livré ce matin. Magnifique. Elles sont impeccables. Avant, en mars, chez Paysans Artisans, il y avait d'office pas d'oignons ciboule, pas de radis, pas de salade. En 10 ans, on a tanné les maraîchers pour pouvoir avoir du primeur et pour pouvoir avoir du tardif. Et au fur et à mesure des années, les maraîchers se sont professionnalisés, ont eu une offre qui s'est de plus en plus diversifiée et qui s'est de plus en plus professionnalisée en termes de primeurs. Et donc, certains maraîchers ont eu la capacité d'investir dans des serres un peu plus performantes qui font qu'aujourd'hui, en Wallonie, on est capable, à Namur, d'avoir des laitues, des radis et des oignons ciboules primeurs en mars, alors qu'avant, on devait attendre peut-être fin avril, début mai pour les avoir. Paysans Artisans est une coopérative à visage humain. Elle ambitionne de proposer un autre modèle de production et de consommation. En gros, 2025, on va construire un hub logistique à Suarlé, à la fabrique circuit court, et on comptait y mettre, on en avait parlé en réunion maraîcher, des chambres chaudes de conservation de courges, entre autres, et de légumes. Je voulais voir avec toi si ça pourrait t'intéresser, si tu serais partant. J'ai étudié sciences politiques à Louvain-la-Neuve parce que j'avais envie, d'une certaine manière, de participer à un changement et que le changement, pour moi à l'époque, quand on a 18 ans, on ne sait pas trop comment y arriver, ça pouvait se faire en étant dans la politique ou dans les sphères avoisinantes de la politique. Et donc, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que sans doute, c'était pas forcément ça que je voulais faire. Mais en sortant des études, je me suis investi en tant que bénévole chez Paysans Artisans. Et en fait, chez Paysans Artisans, on fait de la politique. C'est clairement ça. On en fait tous les jours, tout le temps. On a fait à tous les niveaux. On en fait au niveau communicationnel, c'est-à-dire que vis-à-vis des consommateurs, pour une coopérative de commercialisation, on pourrait se dire que surtout c'est langue de bois et on vend, mais chez Paysans Artisans, bien évidemment, c'est pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est vendre, c'est l'outil pour pouvoir sensibiliser et mobiliser. Et donc, on mobilise et on sensibilise sur des enjeux politiques qui sont liés à l'agriculture et à l'alimentation avec un grand A. Donc, ça veut dire qu'on parle de la production, de la commercialisation et justement de la consommation, en essayant de décrire le dessous des cartes de ces trois piliers-là. On explique en disant que derrière chaque produit se retrouve un producteur, derrière chaque filière de production se cachent des enjeux qui sont énormes et qui pressurisent toutes les petites filières de production. Derrière la commercialisation, nous on parle de nos marges en toute transparence, on parle du prix d'achat producteur, on parle de prix juste. Finalement, on se voit comme une fédération des producteurs et des consommateurs désirant un changement sur le territoire du Namurois. Et donc, on parle d'une seule voix.
Ce militant insatiable du circuit court poursuit une autre activité à la ferme de Remont. Chaque samedi, on le retrouve en famille à Malonne. La ferme de Remont, c'est un projet familial à 100%, mais engagé dans le circuit court et toutes les valeurs qui vont avec, environnementales, sociétales et compagnie. Mais effectivement, ici, on est vraiment, il y a toute la famille qui s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a lancé ce magasin à la ferme il y a 4 ans, tous ensemble, déjà à l'époque. Je me souviens des réunions et de la folie du démarrage qui était vraiment, qui avait démarré, ça avait démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Et donc, tous ensemble, on a embarqué, je pense, une bonne partie du village de Malonne. Et Bertrand n'en reste pas là. Il nous parle encore d'une autre activité. Oui, ça c'est mon 3e métier, mais c'est mon plus grand hobby. C'est quelque chose qu'on a démarré avec mon frère et mon beau-frère, donc je suis pas seul à la barre. Quand j'avais, je crois, 16 ou 17 ans, ce qu'on faisait, c'était qu'on brassait dans le garage de mes parents, dans le hangar de mes parents. On avait fait toute une installation et on achetait des matières premières, mais comme tout le monde, des matières premières dont on connaissait pas trop les origines. Et en fait, en regardant un peu plus en détail, on voyait que les houblons qu'on achetait venaient de Nouvelle-Zélande et compagnie. Comme tout le monde, en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas planter du houblon? On s'est renseigné et on en a planté 8 la première année, et puis 150 la 2e année, et puis encore 150 autres la 3e année. Donc on est arrivé vite à 300 plants. Au départ d'une bière familiale, on est passé à la Maltonne, une bière produite prioritairement avec des ingrédients locaux et régionaux. Le houblon et le froment sont issus de la ferme et l'orge provient d'une coopérative locale spécialisée. Cette bière est labellisée bio. La boucle est bouclée. Le circuit court fait partie de l'ADN de Bertrand. Il est profondément inscrit en lui. En tout cas, nous, c'est notre maladie, c'est qu'on veut toujours savoir, je crois que c'est une bonne maladie, d'où proviennent les choses, pour pouvoir raconter des histoires, créer du lien. C'est ça, en fait, hein, c'est créer du lien. Ce qu'on fait toujours à tous les niveaux, chez Paysans Artisans, à la ferme de Remont, avec la Maltonne, c'est créer du lien, et à petite échelle, mais en espérant que ça fasse bouger les choses. Pour notre dernière rencontre, nous nous rendons au Burkina Faso. Un pays que connaissait bien Pierre Rabhi, une des figures marquantes de l'agroécologie. Aujourd'hui, un entrepreneur aux 1000 facettes reprend le flambeau. Bonjour, je m'appelle Abdulrazak Belemiégré, directeur du Centre de formation et de recherche en agroécologie et en agriculture biologique, consultant, entrepreneur en agroécologie. J'ai 32 ans et je suis père, marié de 2 enfants. Nous avons rendez-vous avec Abdulrazak au centre Béonéré, un centre de formation et de recherche situé à quelques kilomètres de Ouagadougou, la capitale. Et ce centre qui est ici à Rumtenga, d'une superficie de 2 hectares en moyenne, fait presque de tout, quoi. Tout ce qui est recherche, action paysanne conciliée à la recherche scientifique. Tout ce qui est légumes exotiques qu'on ne trouve pas généralement sur le marché, tout ce qui est difficile à cultiver, et bien sûr des variétés anciennes, traditionnelles, produites au niveau local. Et pour nous, à travers ce centre de formation et de recherche, c'est de montrer aux gens que l'agroécologie est possible. Et l'idée de ce centre-là, à travers ces modèles, et surtout quand vous remarquez généralement ici, nous faisons l'adaptation de la sémence paysanne, la multiplication, la conservation, voilà, et tout ça sont quand même des choses aujourd'hui qu'on doit valoriser. Et l'objectif de ce centre est un miroir qui puisse vraiment refléter ce que c'est que l'agriculture traditionnelle pour donner en tout cas plus d'innovation à l'agroécologie. Abdulrazak a développé dans tout le pays des micro-fermes, des sites d'expérimentation, toujours dans le but de sensibiliser le monde paysan aux pratiques de l'agroécologie. Il y a également des références un peu partout. Nous intervenons à Wayouya, à Kupela, à Kaya et bien d'autres localités. Et quand vous partez, ils ont des modèles
de micro-fermes de référence. Et moi, personnellement, j'ai même des sites de production à l'échelle, par exemple, de la fraise, de la papaye, de la betterave, de la carotte, qui sont des sites modèles, en fait, qui visent à employer les jeunes, à leur montrer comment le travail se passe et bien sûr d'être autonome financièrement et vis-à-vis aussi de l'autosuffisance alimentaire. Sur un de ses champs, Abdul Razak produit chaque année de la fraise sur 2 hectares. Il peut récolter en pleine saison 20 à 40 tonnes de fraises. Nous vendons presque partout, en Afrique de l'Ouest surtout. Rien que la Côte d'Ivoire qui nous occupe plus de 50% de notre production. Le Ghana, le Bénin, le Togo, le Mali, le Niger et le Nigeria sont des pays que nous vendons nos fraises immédiatement. Nous avons diversifié les activités. Et cette diversité d'activités nous permet de gagner plus. Et l'avantage pour l'agriculture, pour l'agroécologie, c'est de faire pêle-mêle plusieurs choses à la fois pour quand même mieux s'en sortir. Et sur cette superficie, comme je l'ai dit, qui fait 2 hectares, est une production énorme pour nous. Et c'est une production saisonnière. Donc, c'est-à-dire que nous produisons à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mai. Dans ce secteur, Abdul Razak est un leader, mais ce n'est qu'une des nombreuses facettes de ce fils de paysan. Ses parents étaient déjà convaincus par l'agroécologie. Après des études de droit, il est devenu un entrepreneur important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour mieux gagner en agriculture, il faut entreprendre. Il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Et ce n'est pas permis à toute personne également d'avoir l'esprit entrepreneurial. Et c'est ce qui est important, d'amener les gens à entreprendre, à prendre l'activité agricole comme étant une entreprise, comme étant une boîte à laquelle on peut toujours capitaliser à tout moment. Nous nous sommes donné cette vision parce qu'on s'est vu que les dévanciers, ce qu'ils ont fait et ce que nous sommes en train de faire n'est pas la même chose. Beaucoup ont échoué parce qu'ils n'avaient pas l'esprit entrepreneurial. Et pour nous, nous avons concilié l'agriculture entrepreneuriale parce que c'est très important. C'est ce qui peut inspirer, surtout les jeunes, la jeunesse. Aucun étudiant, aucune personne étudiée longuement ne pourrait s'intéresser à l'agriculture tant qu'il ne voit pas clair. Qu'est-ce qu'il peut leur apporter? Est-ce qu'il peut nourrir sa famille? Il peut nourrir ses enfants? Il peut se scolariser? Il peut faire. C'est tout ça qui peut amener en tout cas les gens à entreprendre. Et pour nous, c'est inévitable. L'agriculture est une entreprise et ça doit être considéré ainsi. Comme vous l'avez constaté, à chaque fois on reçoit des appels, des gens m'appellent pêle-mêle de partout. Monsieur Abdul, est-ce que vous pouvez nous aider à monter un projet de production de gombo, un projet de production de betterave? Nous avons une ferme que nous voulons la rénover, tout ça. Mais les gens ont compris et aujourd'hui je suis beaucoup plus dans le conseil. Dans le conseil, dans le coaching, beaucoup de jeunes me suivent, beaucoup de personnes âgées, même des retraités, s'engagent aujourd'hui à se lancer dans le domaine entrepreneurial, surtout dans le domaine agricole. Et pour nous, pour moi surtout, c'est un engagement et il faudrait bien pouvoir les accompagner à atteindre aussi leur objectif parce que s'ils atteignent leur objectif, nous allons atteindre aussi le défi, nous allons pouvoir résoudre le problème d'autosuffisance alimentaire. Du centre de formation aux différents sites de production, en passant par le magasin de vente des produits bio, sans oublier les cours dans les universités, Abdul dépose partout son empreinte, celle de l'agroécologie. C'est un véritable éveilleur de conscience. C'est tout simplement pour promouvoir des voies pour promouvoir l'agroécologie. Je suis dans la défense des droits des paysans. Je suis également militant pour les jeunes entrepreneurs, très influent. Je suis également, par exemple, comme vous l'aviez dit, dans les cours. Je donne des cours dans différentes universités du Burkina Faso, dans plusieurs universités du Burkina Faso, que ce soit des cours théoriques, des cours pratiques, surtout en agroécologie. J'ai par exemple une vingtaine de stagiaires, des ingénieurs, des agronomes, des agents, des techniciens qui font ces stages. Voilà. Donc vous voyez, au-delà d'être un entrepreneur à la recherche d'un profit social et solidaire, je suis également pour la contribution, bien sûr pour le développement du Burkina Faso, pour le développement de l'Afrique, parce que je ne suis pas seulement au Burkina Faso. J'interviens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Niger, etc., au Bénin, au Togo. Ce sont des pays que je fais 1000 voyages par an. Donc ça veut dire à chaque moment, j'effectue des voyages vers ces pays pour le message, pour l'évangélisation de l'agroécologie, pour passer le bon message de Pierre Rabhi.
ces personnes rencontrées ont un point en commun. Elles ont voulu donner un autre sens à leur vie. Elles ont pris des tournants professionnels qui les ont amenées à retrouver aussi plus de contacts humains.